C'est au sud-est de la Turquie que se trouvent les villages chrétiens que nous allons visiter. La proximité des frontières irakiennes et iraniennes en fait une région instable et inconnue. Après avoir quitté la côte méditerranéenne, nous nous enfonçons dans des régions de plus en plus désertiques. Les arrêts pour se rafraîchir au point d'eau sont les bienvenus. Ils sont l'occasion de découvrir ce pays kurde, si étrange au premier contact. Près d'Urfa, nous croisons la route d'Abraham, notre père dans la foi. Au-delà de l'Euphrate et du Tigre, les montagnes et la chaleur rendent notre dernière étape éprouvante. Enfin, nous touchons au but. C'est là, dans cette montagne, que se trouvent Baznaï et Ifshi, les villages chaldéens. La garnison militaire qui défend la frontière avec l'Irak est stationnée dans la vallée. Nous nous présentons au colonel pour prévenir toute dénonciation de la présence d'étrangers dans les villages. Le chemin d'accès au village, ouvert depuis peu, met à rude épreuve les véhicules. L'embrayage de la 4L ne répond plus. Plus de peur que de mal. En quelques minutes, le mécanicien de l'équipe raccroche le câble d'embrayage. Pendant ce temps, la nouvelle de notre arrivée nous a précédés au village. Le soir tombe vite. Tous les habitants s'assemblent auprès de la première voiture. S'il nous a fallu l'aide des villageois pour pousser la 4L, tel n'est pas le cas de la Samba, qui monte allègrement cette dernière côte. Entourés de tous, hommes, femmes, enfants, nous sommes invités à nous rendre sur la terrasse de l'église, place centrale du village. Tous les regards sont tournés vers le Père Pierre, aidé de Férit comme interprète, qui remercie de l'accueil et font les présentations. L'échange des premières nouvelles avec les anciens du village va se poursuivre assis sur les tapis, tandis que les femmes et les enfants nous observent 5 mètres en contrebas. Le soir venu, nous descendons d'un étage sous le porche de l'église. C'est là que se rassemble tout le village auquel nous sommes déjà intégrés, comme le marque ce premier verre de thé pris ensemble. À Baznaï, c'est jour de fête. Les repas sont pris en commun autour de grands plateaux en étain qui servent de table. Chaque matin, au lever, tout est déjà prêt. L'eau a été chauffée pour notre toilette. Cette eau, c'est la vie du village. Elle vient de la montagne, fraîche et abondante. Elle coule une bonne partie de l'année, et rares sont les étés qui en viennent à bout. C'est en amont du village que chaque jour, femmes et enfants vont ensemble chercher l'eau nécessaire à la consommation quotidienne. Ainsi prise à la source, elle n'est pas souillée par les animaux. Au seuil de chaque habitation, un filet d'eau courante est au service de la ménagère. Distribuant un peu de fraîcheur, les aliments y sont conservés. Les fruits et les légumes y sont lavés et épluchés. On peut y faire la vaisselle. Et les enfants en profitent pour patauger. D'une maison à l'autre, il faut toujours franchir un ruisseau. Au pied de l'église, on a même canalisé l'eau pour la fontaine. Le faible débit permet aux enfants de se rafraîchir et à tous de préparer les concombres, fruits de base à cette époque de l'année. Ils sont consommés à toute heure comme rafraîchissement. Les jardins en sont abondamment garnis. Chacun vient en chercher un pour le croquer quand il a un petit creux. Des ruelles entièrement désertes nous rappellent que si Baznaï
comptait 600 habitants en 1970, il n'en comptait plus, lors de notre passage, qu'une petite centaine. Les maisons ne sont plus entretenues comme autrefois, mais la vie continue néanmoins. Construites à flanc de montagne, les maisons sont toutes à des niveaux différents. Le toit de l'une sert de terrasse à l'autre. Les plus récentes sont construites en pierre, mais toujours avec la terrasse damée par un rouleau de pierre. Au milieu de la journée, il fait bon rester au frais, à l'abri des maisons, ou sous quelques noyers ombrageux. On se tient aussi bien sur la terrasse qu'en bas. Au premier, les lieux d'habitation. Au rez-de-chaussée, le matériel et les animaux. Bien que le village ait déjà perdu beaucoup de foyers jeunes, la présence de nombreux enfants l'anime encore. Pour la plupart, la vie à Basnaï ne sera bientôt plus qu'un souvenir. En effet, ils partiront avec leurs parents à la recherche d'un avenir plus sûr. Il n'y a pas d'espoir de voir prochainement ces régions montagneuses se développer économiquement, même si le gouvernement accomplit des efforts en ce domaine. Leur langue maternelle est l'araméen. Or, depuis 1977, tous les enfants sont scolarisés. À l'école du village, ils apprennent à lire, à écrire et à parler le turc, grâce à un instituteur originaire d'une autre région, nommé par l'administration. L'effort du gouvernement pour l'intégration de ces populations chrétiennes porte en priorité sur l'intégration des jeunes, par l'apprentissage de la langue nationale. Les adultes, quant à eux, n'ont toujours employé que l'araméen et le kurde. Dès l'âge de 11-12 ans, il faut s'occuper du petit frère et apprendre les gestes ancestraux. Les adolescentes ont appris à faire la galette et à moudre le grain entre deux meules. On ajoute le blé par le trou situé au centre de la meule supérieure. Le geste est gracieux, malgré la difficulté du travail. Tout en travaillant, elle surveille de loin le petit frère qui dort. Ailleurs, c'est une jeune maman dont la petite fille a entrepris de remplir d'eau une outre en toile avec une louche. Elle va en mettre partout. Quant à la grand-mère, elle regarde la scène d'un œil mi-inquiet, mi-amusé. Vers 15 ans, les jeunes filles se marient. Cela nous semble bien jeune, mais il faut dire que la vie dure leur a appris très tôt leur métier de femme et de mère, avec ses tâches quotidiennes. Cuire le riz, fabriquer le fromage et acquérir la dextérité des anciennes. Chaque jour, il faut une grande quantité de fromage blanc pour toute la famille et de nombreuses galettes préparées avec art. Mais voyez aussi à quoi sert la laine des moutons. Elle permet le commerce des tapis, source de revenus pour les familles. L'hiver, les jeunes filles réalisent ces broderies en vue de leur mariage. La peau des chèvres sert aussi à confectionner d'immenses tentes pour partir l'été dans la montagne en transhumance avec tout le troupeau. Cette année, les tentes sont restées pliées, accrochées dans les maisons. Nous sommes dans une telle insécurité du fait des incursions kurdes musulmanes que ce n'est plus possible de vivre au village, nous explique cet ancien maire.
Mon successeur a été tué avec 2 autres jeunes hommes en mars dernier. Tout le monde s'en va à Istanbul ou en France. Nous ne restons plus que les vieux. Voyez là-bas, ce sont les musulmans qui font la moisson. Nous avons tout laissé. Il reste quelques ruches pour la subsistance immédiate. Tout le reste est vendu. Les mulets, les troupeaux. Le troupeau de chèvres et de moutons, qui comptait jusqu'à 6000 têtes, est réduit aujourd'hui à quelques centaines de chèvres seulement. Le dernier berger en a la garde, protégé de la pluie et du vent par cette grande houppelande. L'élevage, qui était autrefois une source de revenus, est réservé maintenant à la consommation du village. Avec son fusil et ses 2 chiens, le berger protège le troupeau des loups et des voleurs. Pour honorer ses hôtes, Monsieur le maire est allé prendre un chevreau dans le troupeau. Sa préparation se déroule selon tout un rituel, car tous les villageois doivent profiter du festin. Une fois la bête décapitée, les hommes qui sont chargés de ce repas effectueront l'une après l'autre les étapes nécessaires. Il aura fallu 1 heure pour que la viande soit prête à cuire. Pendant ce temps, Ferit est heureux de retrouver son plus jeune frère, Nedjib. Nos frères chaldéens sont chrétiens depuis les origines. C'est l'apôtre saint Thomas, fondateur de l'Église d'Orient, qui, le premier, avec ses disciples, leur a annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile. La plupart portent cette croix chaldéenne, signe de leur appartenance au Christ Jésus. Nous avons célébré la messe dans la petite église de Baznaï, reconstruite récemment par les habitants. Depuis 1976, le prêtre du village voisin vient chaque dimanche. Avant cette date, il n'y avait qu'un seul prêtre pour toute la région. Il venait 1 fois par an pour donner les sacrements et encourager ces chrétiens isolés pendant des siècles. Qu'importe la langue, nous prions ensemble. Le 14 juillet, nous décidons de nous rendre à l'autre village, Ishi. Tôt le matin, les 5 derniers mulets du village sont chargés. Nous allons à pied jusqu'au chemin avant d'enfourcher nos montures. Notre départ est très remarqué. On ne nous laisse pas partir seuls. Quelques habitants de Baznaï nous accompagnent, fusils en bandoulière. Au bout d'1 heure de chemin, abrupt et tortueux, c'est enfin la descente sur Ifchi. Le chemin passe au pied du hameau de Karaï, abandonné par les Chaldéens, exilés à Istanbul ou à l'étranger. Le village d'Ifchi s'est lui aussi vidé de la moitié de ses habitants. Ce village est réputé pour l'élevage des moutons, c'est pourquoi lors de notre venue, comme tous les étés, la plupart des habitants campaient dans les montagnes pour garder les troupeaux et y couper le fourrage pour l'hiver. Le dimanche, presque tout le monde redescend pour aller à la messe, malgré plus de 3 heures de marche. Au presbytère, le prêtre nous accueille, entouré des anciens du village. D'une manière rapide, il nous expose la situation. Insécurité due aux frontières proches avec l'Iran et l'Irak, agitation kurde, vie de plus en plus dure. Beaucoup de familles jeunes quittent le village. Ils vont à Istanbul ou en France pour y retrouver, si possible, de la famille.
Même les grands-mères sont montées au presbytère pour connaître les nouvelles de leurs enfants partis à l'étranger. En fin de matinée, le père nous entraîne dans la visite du village. Notre présence trouble quelque peu les activités quotidiennes et l'on est vite tenté de prendre la pause. Tous ne sont pas originaires d'Ifshi. Cette jeune femme en rose est chaldéenne, mais elle est venue d'Irak se réfugier au village. La cuisine quotidienne est le travail des femmes. Chez les Chaldéens, comme dans tous les villages de la région, ces nombreuses tâches ménagères demandent beaucoup de temps du fait de la simplicité des moyens. Mais dans les villages chrétiens, les femmes doivent aussi se charger du travail des champs pendant que leurs maris travaillent pour les seigneurs musulmans qui les considèrent comme leur propriété. On a tellement peur que les Kurdes viennent enlever les jeunes filles qu'il faut les marier jeunes, dès l'âge de 15-16 ans. À cause de cela, beaucoup d'entre elles ont été envoyées à Istanbul. Là-bas, elles poursuivront des études tout en travaillant. Le four à pain, comme le moulin, sont les lieux communautaires de la vie du village. C'est là que s'échangent toutes les petites nouvelles, comme sur les places de nos marchés. Le prêtre y participe également. Les enfants, eux aussi, ne restent pas inactifs. Ils ont leur part de responsabilité. Dès l'âge de 8 ans, ils sont chargés de nourrir la volaille et le petit bétail. Depuis que les militaires présents dans la région achètent les œufs, l'élevage des poules a été développé. Les moutons d'Ifshi, nous ne les avons pas vus. Ils sont dans la montagne. Ces sortes de grands arcs servent à dégrossir la laine après la tonte. La laine sera étirée et mise en écheveau. C'est le travail des hommes. Il reste alors à teindre la laine. Cette femme de 70 ans est l'une des teinturières du village. Elle a ses secrets pour obtenir les couleurs à partir des plantes de la montagne. Ce sont les femmes qui vont filer la laine avec une habileté que nous ne nous lassons pas d'admirer. Enfin, ce métier à tisser rudimentaire transformera cette laine en couverture, ceinture, pantalon, châle. Quand l'hiver réduit les activités agricoles, les hommes travaillent ainsi à l'intérieur. Pour nous faire une démonstration, chacun s'affaire autour du métier. Cet homme qui est à gauche n'a plus de famille au village. Ses enfants sont dispersés à Istanbul, en Irak et aux États-Unis. Comment la famille se réunira-t-elle? Comme à Baznaï, nous rencontrons beaucoup d'enfants. Ils exercent sérieusement leur rôle. Et comme tous les enfants, ils profitent des vacances scolaires. Notre passage dans les ruelles du village intrigue les plus jeunes. Celle-ci ne craint pas de s'avancer au bord du toit, attentive aux étrangers et fascinée par leurs appareils photo. Les enfants ne s'aventurent pas à cette fenêtre. C'est le royaume des abeilles. Ici,
La place est déjà prise. Après le repas de midi, quand le soleil est accablant, le village se fait silencieux. C'est le temps du repos, le moment est favorable pour discuter de toutes sortes de problèmes, travail, situation des villages, mais surtout, c'est très volontiers que l'on aborde les questions relatives à la foi et à la vie chrétienne. Nous ne passerons qu'une journée à Ichy. Le temps est court et nous devons rompre le calme pour poursuivre notre visite. Nous passons de maison en maison, sans oublier la photo pour la famille qui est en France. Nous ne pouvons pas passer voir tout le monde, mais nous tenons à rapporter beaucoup de nouvelles et de photos pour ceux qui ont quitté le village. Nous sommes surpris de croiser dans le village quelques paysans kurdes. Leur présence inquiète toujours les villageois. Ils viennent pour demander un service ou simplement pour faire quelques achats à la boutique. C'est le seul commerce du village. On y trouve de tout. Des œufs, des biscuits, du tabac, des étoffes. À Ichy, c'est presque un torrent qui traverse le village. Il dévale entre les maisons. L'eau semble jaillir de partout et renvoie l'éclat du soleil. Ici, le mulet est un serviteur indispensable. Lui seul peut circuler dans les ruelles et grimper les chemins caillouteux. Bien harnachés, ils sont prêts pour porter de lourdes charges. Toutes les pierres de ces maisons, ils les ont portées sur leur dos. Nous observons le va-et-vient incessant de ces travailleurs infatigables. Ils nous apprennent qu'un grand chantier occupe actuellement les habitants. Même les enfants sont concernés. Il s'agit de la construction de l'école. Dans chaque village de la région, musulman ou chrétien, le gouvernement fait construire des écoles, surtout depuis la première visite du président Evren en 1981. Mais on peut se demander si cela suffira à maintenir les populations sur place. Avec les produits de son jardin et l'aide de ses paroissiens, le prêtre répond aux demandes des familles kurdes rejetées par leur clan. Ayant tout juste de quoi se nourrir et se vêtir, elles viennent de préférence chercher secours auprès des villages chrétiens. Les nombreux noyés sont aussi une richesse du village. Le laboureur prépare la terre pour la culture des betteraves et les plantes potagères. Non loin du presbytère, un enfant a trouvé, dans la terre, cette croix de bronze très ancienne, témoin de la présence chrétienne en des temps très reculés. Chaque matin, le village se rassemble pour célébrer l'Eucharistie. Ce jour-là, ils nous ont attendus pour prier ensemble dans leur église. Après la messe, quelques femmes prolongent l'action de grâce. L'église est très ancienne, du 7e ou 8e siècle, époque à laquelle l'islam commençait à se développer. Il n'y a pas de classe de catéchisme pour les enfants. L'enseignement religieux se fait principalement dans la famille et par la participation aux 3 prières de chaque jour. À la sortie de la messe, les fidèles aiment à échanger avec le prêtre leurs impressions sur la liturgie.
Les relations entre les deux villages sont très étroites et notre guide profite de l'occasion pour rencontrer ses amis. Nous ne quitterons pas Ifshi sans prendre un dernier verre de thé chez l'oncle de Férit. Là encore, se poursuivent les discussions sur les difficultés de la région. L'heure du départ est arrivée et les dernières photos retardent agréablement le moment de la séparation. Nous avons insisté pour garder un souvenir du seul prêtre originaire de la région, entouré de sa femme et de ses enfants. Avec lui, nous avons apprécié de parler français. Avec tous les autres, l'expression des regards nous permettait de communiquer au-delà de la barrière des langues. On s'en retourne vers Baznaï, une vraie caravane de western. Voici au premier plan les terres cultivées de Baznaï et dans le lointain les montagnes irakiennes. Enfin arrivés, nos hôtes nous entourent avec toute la délicatesse de l'accueil traditionnel. Nous sommes à la fois admiratifs et un peu gênés devant ce signe du lavement des pieds. Bien souvent, au cours de notre séjour, dans des gestes quotidiens, nous avons véritablement vécu des scènes d'évangile. Comme au jour de notre arrivée, tout le village s'est assemblé pour notre départ. Avec chacun, nous échangeons une poignée de main, accompagnée d'une litanie de salutations. Chêne, chêne. Ce mot exprime tout à la fois l'au revoir, le remerciement, la gratitude et tous les vœux souhaités. À l'instant du départ, toute la montagne vibre de l'émotion et de la tristesse de ses habitants. Un dernier regard, un signe de la main, et nous nous éloignons pour reprendre la route vers Istanbul. Ce voyage a été préparé et réalisé non sans crainte, avec peu de moyens et beaucoup de fatigue, par Pierre Valraz, curé de Clichy-sous-Bois, Ferit Yakan, séminariste chaldéen du diocèse d'Istanbul, au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, avec François Guillaumin, Dominique Henry, Jean-Marie Le Mercier, des diocèses de Moulins, Créteil et Rouen, et François-Henri, frère de Dominique. Nous vous invitons à porter avec nous le souci des villages et du peuple chaldéen dispersés à travers le monde sans l'espoir de retourner dans le pays qu'il occupait depuis les origines du christianisme. En France, les familles chaldéennes se retrouvent à Montluçon, à Sarcelles et à Clichy-sous-Bois où elles reçoivent l'aide du père Valrave et de la paroisse. Adieu Ifshi. Adieu Baznaï. Merci.